Avez-vous été agent secret? Oui. Avez-vous été membre du service action des services secrets français? Peut-être. Avez-vous participé à la création des nageurs de combat? Oui. Officiellement, avez-vous participé à des actions de sabordage de navires? Certainement pas. Avez-vous participé à des actions homicides? Cet homme s'appelle Robert Maloubier, alias Bob. Sa vie d'agent secret est digne d'un roman d'aventure. Voici ce qu'il a bien voulu me raconter. « 20 décembre 1943, région de Rouen. La France est occupée par les troupes nazies. Bob Maloubier a pour mission d'aller réceptionner un parachutage de matériel britannique à quelques kilomètres de là, à Elbeuf. Soudain, il est arrêté par une patrouille de gendarmes allemands. Le jeune Maloubier doit les suivre à la commandantour. Un gendarme prend place derrière lui sur la moto et lui colle son arme dans le cou. Il faisait très froid, cette période à 11 h du soir, il faisait moins 10. Et on a roulé jusqu'ici. Puis moi, je ne connaissais pas, je ne sais pas où on allait, mais j'ai vu tout d'un coup ce bâtiment ici avec une petite lumière. Je suis avec une petite lumière, j'ai jugé, ça, à mon sens, c'est la mairie, ça, c'est la commandantour. La voiture a viré sur la droite vers ici. Moi, j'ai fait semblant d'avoir les freins qui ne marchaient pas. Je l'ai dit d'ailleurs au flic derrière moi. J'ai dit, prenne ça, nicht gut. Ah, il a compris. Le flic, à ce moment-là, en confiance, m'a tourné le dos, m'a laissé pendre son Luger. Là, j'ai pris ma moto, jaf, je suis tombé dessus. Et à ce moment-là, je suis parti en courant, là, en direction de l'autre bout de la place. Les 4 gendarmes, évidemment, se sont mis à me tirer dessus avec Luger, mitraillette, etc. Et ça pétait de tous les bords sur la place ici. Et je suis arrivé tout d'un coup, là, sous la lune, devant une femme qui tendait un poupon, un poilu. Je me disais, c'est complètement psychédélique. J'ai compris à la dernière seconde que c'était le monument aux morts. Donc je l'ai évité et je suis parti vers la rue là-bas. En passant le monument aux morts, là, j'avais reçu une balle dans le dos. J'avais du sang qui me venait au poumon. De toute façon, à la bouche, je crachais. Je savais que j'avais été touché assez méchamment. Donc j'ai couru quand même comme un dératé. Bob s'enfonce dans l'obscurité. Alors qu'il se croit dans une impasse, ce qu'il prend pour un mur noir s'ouvre devant lui. C'est un pont. Dans son dos, les balles sifflent. Une fois le pont passé, les tirs cessent. J'ai marché jusqu'ici à peu près 1 kilomètre en crachant le sang, en me disant je suis tranquille. J'ai découvert ici qu'il y avait un petit canal de dérivation de, je ne sais pas, 5-6 mètres de large ou 7 mètres, je ne me souviens plus, qui n'avait pas l'air très profond. Ici, il y avait une barrière comme ça, il y avait des cabanes de pêcheurs. J'ai franchi le canal ici avec de l'eau jusque-là, il faisait moins 10, un peu froid, et ce champ devait exister. Mais il était couvert de givre, et sous la lune, c'était étincelant. Bob se souvient de sa formation d'agent. Dans ce type de situation, mieux vaut se dissimuler au beau milieu d'un champ plutôt que dans des fourrés. Les gendarmes ont commencé à battre les buissons. Effectivement, ils ne sont pas allés au milieu du champ. Et à ce moment-là, vers minuit, j'ai entendu un ronronnement d'avion et c'était l'avion qui venait faire le parachutage à Elbeuf qui passait au-dessus. Alors à ce moment-là, il y a des sirènes qui ont commencé à sonner partout. Mes Allemands ont pris leurs chiens et sont repartis dans l'autre sens. Et je me suis retrouvé sur mon champ. Voilà. Et je suis mort. Bob Maloubier est déjà mort à l'âge de 4 ans. Dans la maison familiale de Neuilly, le gosse court dans la cuisine quand il trébuche sur une bassine d'eau bouillante. Gravement brûlé aux jambes, il est donné perdu. Mais au bout de 2 mois d'immobilisation dans du tulle gras, il remarche miraculeusement. Robert Maloubier est né le 2 février 1923 dans la bonne bourgeoisie de Neuilly-sur-Seine. Sous l'impulsion du père, le jeune homme et son frère aîné Jacques pratiquent le sport à haute dose au sein du très sélect Racing Club de France. On nage, on court, on joue au tennis avec les champions de l'époque. Voici les parents, Eugène et Henriette.
Ils se sont rencontrés à New York. Leur niveau d'études est exceptionnel pour l'époque. À la maison, on parle 6 langues et surtout l'anglais sans accent. Dans l'insouciance de cette jeunesse dorée, l'adolescent a une idée fixe. Devenir pilote de chasse. Pour ce faire, il doit d'abord obtenir son baccalauréat. Mais les bruits de bottes qui résonnent dans toute l'Europe se font de plus en plus menaçants. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 10 mai 1940, les troupes d'Hitler enfoncent les lignes françaises. Les Allemands s'approchent de Paris. La famille Maloubier décide de gagner Bordeaux. Moi, je voulais être pilote de chasse. Donc, mon père me dit, chaque fois que tu veux être pilote de chasse, il faut que tu travailles tes maths. C'était horrible en maths, mais... Donc, tu vas passer ton bac, et après, tu nous rejoins à Bordeaux. Voilà. Donc, quand je me suis présenté au lycée Janson pour passer le bac, il y avait une notice en disant, en raison de l'événement, le bac est reporté à une date ultérieure. Ah, je suis parti en vélo, le lendemain matin, là, tout autour de Paris, les dépôts de carburant brûlaient, c'était apocalyptique. Il y avait un brouillard, une fumée invraisemblable qui piquait les yeux. Il faisait très beau, mais on n'y voyait rien. C'était fantomatique, quoi. Alors là, ça a été le début de l'exode. Des millions de gens sur les routes. Depuis Paris, il y avait des corbillards, il y avait des camions, il y avait des bus. Il y avait des enfants qui conduisaient des voitures, parce qu'il n'y avait plus d'hommes, tout ça, c'était... Ils jouaient aux auto-tamponneuses, ils s'engueulaient, c'était grand temps de grincer les vitesses, mais ça avançait d'un pas de temps en temps, si tu veux. À ce moment-là, les Stukas ont commencé à bombarder. Ça descendait, les malheureux gens qui avaient mis des matelas sur le toit des voitures pour se protéger, tout ça partait en morceaux. Je suis arrivé à Bordeaux. À Bordeaux, mon père m'a dit, on a entendu le message de Pétain en disant qu'il demandait l'armistice. Mon père, lui, a entendu le message du 18 juin. Il m'a dit, bon, ensuite, il faut mieux que tu partes en Angleterre. Tu vas pas rester avec des nazis ici. Tu es jeune, tu voulais être pilote de chasse. Pars donc en Angleterre. Le port de Bordeaux est fermé. Pour rejoindre Londres, une solution s'offre 300 km plus au sud, à Saint-Jean-de-Luz. Des navires embarquent encore les restes de l'armée en déroute. Mais une fois sur place, le jeune Maloubier est repoussé, car il n'est pas militaire. Dès le dernier cargo parti, le port de Saint-Jean-de-Luz est fermé à son tour. Tous les ports de l'Atlantique sont fermés. Bob Maloubier prend la direction de Marseille, toujours dans l'espoir de trouver une embarcation pour Londres. Le 22 juin 1940, l'armistice entre la France et l'Allemagne est signé. La France est coupée en deux. Au nord, c'est la zone occupée. Au sud, c'est le régime de Vichy, dirigé par Pétain et qui collabore avec les nazis. 1941. Depuis des mois, Bob tente de trouver un bateau à Marseille, sans succès. Il fréquente Rému et d'autres stars de l'époque, et vit d'expédients en attendant que la situation se débloque. Le régime de Vichy est alors autorisé par les Allemands à reconstituer une petite armée d'armistice. Les nouvelles recrues pourront choisir leur lieu d'affectation. Le sang de Bob Maloubier ne fait qu'un tour. Donc on s'est engagé dans l'aviation en disant on va être affecté en Tunisie, on va faire l'école de pilote, et puis au premier vol, paf, on s'en va. Il n'y avait plus d'école de pilotage, je ne me l'avais pas dit. Il n'y avait pas de pilote sur le terrain, on était au sol. Bob se tourne les pouces sur la base de Bizerte, en Tunisie, qui est alors un protectorat français. Il se lie d'amitié avec Henri Silhol, un type de son âge, qui rêve également de devenir pilote de chasse. 1942, les alliés américains et britanniques débarquent à Alger. Contrairement aux apparences, ils ne sont pas en terrain conquis, mais les autorités de Vichy, en principe alliées des Allemands, n'opposent qu'une faible résistance. Objectif stratégique, prendre en tenaille les troupes allemandes et italiennes qui se battent contre les Anglais en Libye. Bob Maloubier et son ami Henri Silhol décident de rejoindre les troupes alliées à Alger avec la ferme intention de gagner Londres, devenir pilote et combattre les nazis. Alger, 1000 km à pied, ça fait long. Il me dit, ne t'inquiète pas, sous l'escalier du mess des officiers, j'ai trouvé 2 vélos. Ah, je dis, oui, on va piquer les vélos, on va partir avec. Les 2 jeunes hommes parcourent 300 km à vélo jusqu'à Beaune, en Algérie.
Ils croisent plus vite que prévu la route de l'avant-garde alliée. C'est la 93e division anglaise qui se rend en Tunisie. Et là, à ce moment-là, on a été mitraillé, pris à partie par un paquet de Dornier 17, de Messerschmitt 110 et de Henkel 111 qui ont bombardé en rate-motte, etc. C'était plein de morts et de blessés. Nous, on s'est retrouvés sous un tas de terre, sous un arbre, indemne, avec mon copain. Au milieu du chaos, Bob et son anglais parfait vont faire merveille auprès des troupes britanniques. En remerciement, un major veut l'embaucher. Mais les rêves de pilote sont tenaces et Maloubier préfère un laissez-passer pour rejoindre Alger. À Alger, depuis le débarquement allié, la confusion règne. Par méfiance envers De Gaulle et la France libre, les Américains ont décidé de conserver l'autorité de Vichy. Cette autorité est incarnée par l'amiral Darlan, mandaté par Pétain. Mais le Premier ministre britannique, Churchill, ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, De Gaulle est le seul représentant légitime de la France. Il a décidé de régler le différend qui l'oppose aux Américains à sa façon. Churchill va employer son arme favorite, les services secrets. Le SOI, en français Direction des opérations spéciales, a été fondé en 1940 par Churchill. Il a pour mission de déstabiliser l'ennemi par tous les moyens, sabotage, assassinat, désinformation. Lorsque Bob et Henri Silol arrivent à Alger, la ville est un nid d'espions. Avec mon laissez-passer, une lettre de recommandation en disant que j'avais été très utile, on s'est retrouvés hébergés par les Anglais. Donc là, il y avait un grand major britannique qui venait nous faire, on ne sait pas pourquoi un major, un caporal aurait dû faire l'affaire, qui nous apprenait à tirer, à jouer avec des explosifs, à faire du combat sans armes, etc., puis qui nous faisait raconter nos histoires. Ce major s'appelle Jacques Vaillant de Guélis, un officier qui a déjà à son actif plusieurs missions d'infiltration en France occupée. Bob et Henri Silol viennent de croiser la route du SOI. Là, j'ai retrouvé tout à fait par hasard un ami à moi de Neuilly-sur-Seine, qui lui était à l'institution Sainte-Croix, alors que moi j'étais au lycée Pasteur, qui s'appelait Fernand Bonnier de la Chapelle. Il était très boy scout, il était très catholique, très croyant, monarchiste. Pour lui, c'était Dieu et le roi, il n'y a pas de problème. C'était un garçon avec les cheveux coupés bien courts, bien propres, toujours pré-chef, un regard très franc, un menton avec une fossette, joli garçon. Fernand Bonnier de la Chapelle et un groupe de jeunes royalistes sont formés et entraînés par le SOI. Ce que Bob ne sait pas, c'est que ce groupe de royalistes est au centre d'un complot. À force de manipulation psychologique, le SOI a réussi à convaincre Fernand et ses amis que l'élimination de l'amiral Darlan est la première étape qui conduira au retour du roi sur le trône de France. Nous sommes le 24 décembre 1942, dans la matinée. L'amiral Darlan est en déplacement à Alger. Pendant ce temps, le groupe de jeunes royalistes entraînés par le SOI décide de passer à l'action. Il tire à la courte paille et le sort désigne Fernand Bonnier de la Chapelle. Lorsque l'amiral Darlan arrive vers 15h au siège du Haut-Commissariat d'Afrique du Nord, il ne sait pas qu'un jeune homme a sollicité une audience dans la matinée. Il ne sait pas non plus que ce jeune homme est revenu et l'attend patiemment. Quand l'amiral se présente, Fernand Bonnier de la Chapelle vient à sa rencontre. Le jeune royaliste vient de tuer Darlan. Il est fait prisonnier sur le champ. À défaut de couronne, les royalistes porteront le chapeau. Donc le jour de Noël, Giraud, qui était à ce moment-là le second de Darlan, a été nommé commissaire, c'est-à-dire gouverneur de l'Afrique du Nord. Et il a réuni un tribunal dans la journée de Noël, et le jour de Noël, et Bonnier a été fusillé le 26 à l'aube. Le problème d'Arlan est résolu, ni vu ni connu. Dans cette mystérieuse histoire, le SOI de Churchill est-il seul en cause? Ce télégramme très secret livre peut-être une partie de la réponse. Il est daté du 15 décembre 1942, 9 jours avant l'assassinat. Il parle d'une combinaison susceptible d'écarter l'amiral. Pour le général de Gaulle, secret le plus absolu. Êtes-vous au courant? Réponse faite par général, oui.
L'élimination de Darlan impose en Afrique du Nord le général de Gaulle, dont les Américains ne veulent pas. Pour l'heure, Bob Maloubier et son ami Henri Silhol ont d'autres chats à fouetter. Ils sont, comme tous les Français du SOI, assimilés au complot. Ils se retrouvent en cavale. Et le lendemain, on avait filé chez le major de Guélis, on pourrait leur dire major, on est là, la police derrière nous, il faut faire quelque chose. Il dit, je m'occupe de tout. J'ai dit, vous nous envoyez en Angleterre, on va être pilote de chasse. Du pilote de chasse, c'est pas ce qui manque. Mais ce qui nous manque, c'est des agents secrets parlant le français. Alors c'est à prendre ou à laisser. J'ai dit, major, dans l'état actuel des choses, nous prenons. Bob Maloubier et Henri Silhol sont discrètement exfiltrés par le SOI. Bob part enfin pour Londres. Une fois sur place, Bob et Henri sont versés automatiquement dans la section française du SOI. Leur véritable formation au métier d'agent secret commence. Au sein de la Beginning School, la sélection est impitoyable. Explosifs, sabotage, orientation, tir, technique d'infiltration, parachutage, étude des unités ennemies, rien n'est laissé au hasard. Et puis il y a l'essentiel qui ne s'apprend pas. Être agent du SOI, c'est avoir des nerfs d'acier, c'est aussi être capable de vivre dans la clandestinité avec la perspective d'être arrêté et torturé, de mourir seul, sans reconnaissance. On nous a dit, le week-end, vous allez en ville, vous allez au cinéma, vous faites ce que vous voulez, il n'y a qu'une seule chose, il y a un pub, c'est-à-dire un café qui s'appelle le Red Lion, le lion rouge. Red Lion en Angleterre, on en trouve des centaines. Hein. Disons, là, vous ne devez pas aller. Pourquoi? On n'en sait rien. Notre ami Silhol, un jour, rentre et lui dit, j'ai trouvé une mignonne, elle m'a donné rendez-vous au Red Lion Pub. Moi, je dis, tu es fou, c'est interdit à l'heure et l'heure. Bon, il me dit, tu rigoles, il dit, le SOI auto de chat fouetté que de mettre des mouchards déguisés en pompe à bière dans un bistrot, des pas question, quoi. Donc il fait comme tu veux, nous on est partis, on est allé au cinéma, on est rentré le soir, et quand on est rentré sur son lit, il y avait un petit mot qui était mis en disant, je sais pas pourquoi, je suis convoqué à Londres, à bientôt les amis. Voilà, mais on ne l'a jamais revu, jamais. La disparition d'Henri Silhol reste un mystère. La jeune femme qui l'a attiré au Lion Rouge, lieu interdit, ressemble à s'y méprendre à un test de fin de formation générale. Place à la spécialisation. Bob Maloubier est envoyé à l'école de démolition de Hertford, à 1h30 au nord-est de Londres. Il devient saboteur du SOI. L'école de démolition de Hertford, c'était 4 semaines, hein, où on ne faisait que de l'explosif. L'explosif industriel, d'abord, le travail de l'explosif, ensuite les points sensibles de toutes les machines, c'est-à-dire qu'il y avait un parc avec toutes les sortes de machines possibles et imaginables, et ensuite des visites pendant 4 semaines, pratiquement, presque tous les jours, d'une centrale électrique, d'un haut fourneau, d'une gare de triage. Je visitais toutes les installations industrielles, de façon à savoir exactement quoi faire, où attaquer. En plus, il y avait toute la théorie au tableau, hein, à apprendre par cœur. Bob Maloubier est désormais lieutenant de l'armée britannique, agent secret du SOI. Il intègre le réseau Salesman. Traduction française, vendeur ou représentant de commerce. Salesman est dirigé par le major Stanton. Stanton ne s'appelle pas Stanton, mais Philippe Hiver. C'est un juif français, ancien journaliste, agent du SOI depuis le début de la guerre. Rouen. C'est ici, en 1943, que le tout jeune agent du SOI effectue sa première mission de sabotage. Bob a 20 ans. La cible, la centrale électrique située de l'autre côté de la Seine. On a sauté dans la salle de contrôle qui est en même temps le poste de garde. On a ficelé les vigiles sur les fauteuils, on les a bâillonnés. On est rentré dans l'enceinte des transformateurs et j'ai commencé à les attaquer, c'est-à-dire à placer ces charges que vous voyez là entre les ailettes, avec ou sans aimants. À l'époque, on mettait des aimants. Enfin, c'était les mêmes charges que ceci, d'ailleurs. Là-dedans, pouvant exploser à l'aide de ce cordeau détonnant.
qui est le même que celui de la guerre, d'ailleurs, il n'a pas changé, qui détonne à environ 8500 mètres secondes, très facile. Pour faire sauter l'ensemble, on prend un crayon, voilà, c'est un crayon chimique. On presse une ampoule ici d'acide, qui ronge un fil qui retient un percuteur qui est poussé par un ressort. On retire éventuellement la clavette ici, qui est la clavette de sécurité. Et quand ceci explose, ça fait une douille de 6 mm, fait sauter un détonateur qui est relié à ce cordon détonnant, dans ce sens-ci, avec un bout de Chatterton, etc. Et puis là, c'est conduit à la charge, et que l'explosion se propulse à la charge une demi-heure après environ. C'était le retard de ces crayons. Bob Maloubier et son équipe agissent vite. Ils placent les charges explosives aux 4 coins de la centrale. Une fois l'opération terminée, mes hommes sont partis chacun de leur côté. Moi, je suis parti en vélo le long de la Seine. Une demi-heure sont passées, rien ne se produisait. Je me dis, c'est inquiétant. Et puis j'ai pensé à une chose, c'est qu'étant donné le froid à ce moment-là agissait sur l'acide et prolongeait les retards. C'est-à-dire que ça a sauté environ 40 et quelques minutes, entre 40 et 45 minutes. Derrière moi, j'ai été soulagé quand j'étais sur le bord de la Seine en train de filer vers Rouen, pédaler vers Rouen. J'ai eu tout d'un coup un feu d'artifice extraordinaire en mon dos. Je me suis retourné, j'ai vu que la centrale brûlait. Donc ici, ces lignes à haute tension de 33 000 volts n'ont rien produit pendant assez longtemps. Pendant cet hiver 1943, Bob Maloubier enchaîne les missions au sein du réseau Selzman. Et c'est ainsi qu'il se retrouve en route pour réceptionner un parachutage à Elbeuf. Et c'est ainsi qu'il se retrouve agonisant dans un champ avec une balle dans le corps. Lorsqu'il reprend connaissance, il est 5 heures du matin. Son corps est couvert de glace. Bob Maloubier se relève et trouve la force de rejoindre la voie ferrée. Il marche en direction de Rouen. Et là, j'avais déjà fait 9 km à partir de 5 heures du matin. J'étais quand même bien essoufflé. Et j'ai quand même monté mes 5 étages. Et Madeleine, qui était ma cousine, a juste ouvert la porte de ma chambre, m'a vu, il m'a laissé me tomber dans le lit et est allé appeler le médecin du réseau. Voilà. Ses compagnons le jugent perdu et se préparent à l'enterrer discrètement. Ils utilisent des sacs à patates pour lui coudre un linceul de fortune. Mais la mort ne veut toujours pas de lui. Stanton décide de me renvoyer en Angleterre parce que, bien sûr, il n'est pas question de passer dans un hôpital. Donc on ne savait pas du tout ce que j'avais. Qu'est-ce que j'avais comme blessure? On savait que la balle avait percé le poumon, probablement le foie. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas la trouver, on ne pouvait pas faire de radio. Mais pour avoir trouvé un avion, un pick-up, comme on dit à l'époque, ça ne se faisait pas comme ça. C'est pas comme Air France maintenant. Hein. On ne prend pas son billet. Là. Les 6 avions qui atterrissaient du côté de la vallée de la Loire, en clandestinement de nuit, il y avait des rendez-vous à prendre avec le chef des opérations aériennes. Il avait un certain nombre de passagers, il fallait se mettre dans le lot, etc. Donc, il se trouve qu'on a passé en fait près de 14 jours sur une LZ, une landing zone, c'est-à-dire une piste à 20 km au nord d'Angers, et puis ensuite 2 jours la lune d'après, c'est-à-dire il a fallu 1 mois et des poussières avant que je puisse partir en Angleterre. Une fois sur place, Bob est pris en charge par un médecin du SOI. Ce brave médecin m'a dit bon, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je lui ai expliqué, ouais, il m'a dit bon, bah, vous avez pris quoi? Vous avez pris un bain, la température est moins 10 degrés, l'eau à 0, bon, ça va. Ça, simplement, ça a arrêté toute hémorragie, mon vieux, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Pas de radio, rien du tout. Expéditif. Le major Stanton est heureux de voir Bob sur pied, d'autant que la suite de l'aventure va être copieuse. Il a recruté un nouveau membre dans l'équipe. Les présentations ont lieu dans un club où le groupe Salzman a ses habitudes. C'est le soir, donc j'ai rencontré une fille ravissante, petite, en robe noire très chic, avec fume-cigarette, qui m'a dit « Je suis Violette, je suis votre futur courrier ». Elle était bilingue, elle était de mère française, de père anglais. Son père était féru de gymnastique et d'acrobatie, donc il l'avait formée. Donc quand elle a fait le stage de commando qui demandait beaucoup d'équilibre, etc., elle a épaté tout le monde. Et en plus,
Quand elle était jeune, elle adorait tirer dans les foires, donc c'était un excellent pistolet. Voilà. Violette Szabó a 22 ans. Elle est la veuve d'un légionnaire français, tué en 1942, et la mère d'une petite fille de 2 ans. Le débarquement n'est un secret pour personne, même pas pour les Allemands. La seule question est quand? Au SOI, la nouvelle mission du groupe Stanton est de rejoindre le maquis du Limousin et de tout mettre en œuvre pour ralentir la progression des renforts allemands en direction de la Normandie. L'opération Overlord est lancée le 6 juin 1944. Dans la nuit du 7 au 8 juin 1944, Stanton, alias Hamlet, Bob Maloubier, alias Paco, et Violette Szabó, alias Louise, s'envolent pour le Limousin. Au petit matin, ils sautent en parachute à quelques kilomètres de Sussac. Sur place, c'est la surprise. Les maquisards du Limousin se déplacent à découvert, sans crainte apparente des Allemands. Les véhicules roulent tout feux allumés, au mépris des attaques aériennes. C'est que le maquis du Limousin est une zone nettoyée, dans laquelle les Allemands n'osent plus se montrer. Les troupes sont dirigées par Georges Guingouin, un instituteur communiste. Surnommé le préfet rouge, Guingouin est doté d'un sens tactique hors du commun. En juin 1944, le maquis regroupe près de 3000 hommes. Guingouin est un chef militaire au caractère très affirmé, et le groupe Stanton a du mal à travailler avec lui. Il cherche donc à prendre contact avec d'autres maquisards plus coopératifs en Corrèze. Violette a pour mission d'établir la liaison. Le maquisard Jacques Dufour se porte volontaire pour la conduire à son lieu de rendez-vous, à 50 km au sud. Stanton a dit à Jacques Dufour, mais vous êtes sûr, vous ne voulez pas faire une reconnaissance de cette nationale 20, vous voulez traverser quand même une nationale, quoi. La Paris-Toulouse, c'est une ville qui peut être... Oh, il dit non, moi j'habite à Salon-la-Tour, c'est un village qui est à cheval. Donc généralement, si jamais je me présente, on va venir me prévenir, s'il y a des Allemands par hasard. Mais il me dit, mais je l'ai fait 20 fois. Les craintes de Stanton sont justifiées. La nationale 20 n'est pas qu'une nationale, c'est également l'axe par lequel les Allemands remontent vers la Normandie. Le voyage ne doit pas excéder 1 heure. La voiture suit la route sinueuse en direction de la Corrèze. Jacques Dufour roule lentement. Violette a posé une mitraillette sur ses genoux. Elle explique à Jacques le fonctionnement d'un nouveau type de plastique qui est posé à ses pieds. À l'entrée de Salon-la-Tour, Jacques et Violette aperçoivent des casques allemands derrière les haies. En contrebas se trouve la nationale 20, gardée par des soldats armés de mitrailleuses. Il est trop tard pour reculer. Donc Jacques est descendu sur le côté gauche, Violette à droite, les Allemands commencent à tirer. Violette commence à tirer depuis ce fossé, Jacques depuis celui-ci. Et puis à un moment donné, Violette s'écrie en disant « Ah, j'en ai eu un !» Elle dit « T'occupe pas de ça, il faut qu'on file. » Donc le seul moyen de filer, c'est de filer à travers ce champ là, de blé qui monte. La cheville de Violette a craqué, elle est tombée par terre. Elle a dit à Jacques, maintenant tu me laisses, tu vas prévenir Philippe et Bob que les Allemands sont là. Elle n'a pas voulu la laisser, elle a insisté en disant, je suis lieutenant de l'armée britannique, tu n'es rien, tu dois m'obéir. Et à ce moment-là, il l'a laissé, il a filé jusqu'à la voie ferrée. Jacques Dufour traverse le pont qui surplombe la voie ferrée en courant. C'est la porte du maquis. Pendant ce temps, Violette est capturée. Elle est embarquée dans un command-car allemand qui file à la poursuite de Dufour. Lorsque le véhicule s'arrête à la porte du maquis, le seul témoin de l'histoire, Jacques Dufour, est planqué à quelques mètres de là. Dans le command-car, il y avait Violette qui était debout à côté d'un lieutenant SS de la Das Reich qui lui demande, je crois en anglais d'ailleurs, qui lui demande « Et votre ami, où est-ce qu'il est ?» Elle dit « Mon ami, il a sûrement dû filer. » Elle lui a montré le point, il a dû filer il y a longtemps. Violette est transférée à la prison de Limoges. Le groupe Salzmann décide de la faire évader. Baptiste, un jeune maquisard, effectue une reconnaissance. Baptiste a pris environ une semaine pour faire ses préparatifs et malheureusement, Violette a été emmenée à Villefoche à Paris. On est arrivé trop tard. Sur ordre direct d'Adolf Hitler, Violette est exécutée en janvier 1945 avec 2 compagnes du SOI,
au camp de Ravensbrück, près de Berlin. « Je sais ce que c'est que de perdre des amis, dit Georges Guingouin à Bob. Mais il y a une guerre à terminer. 2 objectifs, libérer Limoges et ralentir la progression des SS de la division Das Reich. Maloubier y emploie tout son talent de dynamiteur. J'en faisais sauter 2 par nuit à peu près. Tu mets 4 charges entre les rails dans un sens, 4 charges dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle des charges en ciseaux. Et puis ensuite tu mets une charge d'explosif lent en dessous, tu fais sauter le tout, à ce moment-là, tous les rails sont cisaillés, tout le pont est cisaillé, il part en étoile vers le ciel, c'est très joli d'ailleurs. Et des ponts, il en fera sauter beaucoup. Jusqu'à 8 en 24 heures. Le record tient toujours. En août 1944, Limoges est libéré par les maquisards de Guingouin. Voici le préfet rouge, qui défile à la tête de ses troupes. Et voici Bob Maloubier, décoré avec les survivants du groupe Selzmann. Dans quelques jours, il sera à nouveau blessé, et il aura à nouveau beaucoup de chance. Pour le jeune agent secret et le chef de guerre communiste, vient l'heure de la séparation. Ils étaient tous les deux ensemble, dans les bras l'un de l'autre. Je lui dis, Georges, pour toi, la guerre est terminée. Il me dit, non, Bob, la guerre est terminée pour toi. Pour moi, la guerre ne se terminera que le jour du grand soir. Mais c'est pas une réplique, c'est les yeux dans les yeux. Il avait des grandes lunettes, des yeux bleus. C'était vraiment de tout cœur, naïf, et vraiment, mais l'affection en même temps. Dire, non, notre cause n'est pas la même. C'était le vrai, le pur et dur. À l'automne 1944, les forces allemandes ont reflué. La guerre sur le territoire français est bientôt terminée. Le jeune agent secret convalescent est devenu un professionnel confirmé. Quand tu te trouves à 21 ans après avoir fait pratiquement 50 guerres, secrète, subversive. Hein. Tu n'es pas bachelier, tu n'as pas fait d'études, tu ne sais rien faire, tu sais faire sauter quelque chose des explosifs, tu sais tirer, tu sais sauter en parachute, tu sais tuer. Personne ne va pouvoir t'occuper en France. Jamais j'aurais trouvé un job. Une certitude, Georges Guingouin s'est trompé. C'est pour Bob Maloubier que la guerre ne va pas s'arrêter. La guerre contre le Japon continue en Extrême-Orient. En mars 1945, les Japonais envahissent l'Indochine française. Le SOI dispose d'une antenne pour l'Extrême-Orient, la Force 136. À peine remis sur pied, Bob se porte volontaire. Alors qu'il intègre la Force 136 en tant qu'officier britannique, les autorités françaises lui confient une mission parallèle. Du haut de ses 22 ans, il est nommé gouverneur de la province de Tran Hoa, dans le sud du Tonkin. Ordre de mission. Le capitaine Maloubier assurera le moment venu l'occupation de tout bâtiment administratif, civil et militaire. Il représentera le gouvernement provisoire de la République française, étant bien entendu qu'il abandonnera ses fonctions dès l'arrivée des représentants officiels qualifiés. Verbalement, il lui est précisé que dans l'accomplissement de sa mission, il pourra compter sur le soutien du Viet Minh de Ho Chi Minh, qui combat les Japonais. Il est parachuté en 1945 à la frontière du Laos. Simplement, quand on est arrivé, les Viet n'étaient pas d'accord. C'est qu'entre-temps, le Japon a capitulé. La guerre d'Indochine vient de commencer. Officiellement, la Force 136 n'a plus de raison d'être. Les services britanniques cessent le ravitaillement. Et le chasseur devient gibier. Et on a été pris en embuscade. Et là, on a eu des morts. Et Dufour, qui était mon adjoint, Dufour que j'avais recruté dans les maquis du Limousin, et qui m'a eu suivi en Indochine, qui a été tué tout de suite. Jacques Dufour n'aura survécu qu'1 an à Violette-Szabo. De nouveau dans le maquis, des mois durant. Combattant dans des conditions effroyables. De nouveau blessé, de nouveau miraculé.
Bob parvient à rejoindre les troupes françaises basées à Saïgon. Il est évacué à Paris. La France sort exténuée de 5 ans de guerre. Bob Maloubier aussi. Mais un certain Morlan le contacte immédiatement pour fonder avec quelques autres un service action au sein des services secrets français. Quand je suis rentré en France, il me dit « Tu peux venir tout de suite ?» Je lui dis « Non, j'ai quand même 1 mois et demi de congé à faire, je suis plein de paludisme, il faut que je passe au Val-de-Grâce pour qu'on me revoie toutes les tuyauteries, les amis, toutes les maladies tropicales, quoi. Là. Et puis ensuite, je reviens le voir, et je suis revenu le voir 1 mois et demi ou 2 mois après, en disant « Toujours prêt, chef ». Pour créer le service action, ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent. Les gens qui sortaient de la guerre, des forces spéciales, se connaissaient tous plus ou moins de nom. On avait tous des affinités, la même formation, pratiquement une vie de mission derrière nous. Et Bichelot venait du SOI, et mes 2 autres amis des 4 mousquetaires, c'est-à-dire Chaumien et Pioche, sortaient du BCRA. Et c'est ainsi qu'à Montlouis, près de Perpignan, est créé de briques et de broc le premier bras armé des services secrets français, le 11e choc. Et c'était simplement des gens qui étaient formés à combattre en civil, en uniforme. On a fabriqué un centre de tir, on a fabriqué une carrière de démolition, on a appris aux gens de servir de bazooka. On apprenait aux gens à sauter en mer, ce qui était tout à fait neuf à l'époque. Après, nous, notre mission était terminée. À ce moment-là, il y a quand même des volontaires qui ont commencé à affluer, des officiers de force spéciale qui ont commencé à affluer. Bon, c'est terminé. Donc, moi, on me trouvait autre chose à faire que de rester au bataillon comme officier à tout faire. En 1947, le monde a basculé dans la guerre froide. Le bloc soviétique et le bloc occidental entrent dans un conflit larvé, dans lequel la lutte secrète est fondamentale. Bob est envoyé en Autriche pour préparer les éventuelles actions de sabotage en cas d'invasion soviétique. Au lendemain de la guerre, l'Autriche a été séparée par les vainqueurs en 4 zones d'occupation. La France occupe le Tyrol et une partie de Vienne. Bob Maloubier a pour mission d'étudier discrètement toutes les usines, tunnels, ponts et voies de chemin de fer. Bref, tous les points stratégiques à détruire après une éventuelle invasion. On se rendait compte que les Soviets n'arrivaient qu'à une chose, c'est à bouffer le monde. Bon. Donc on commençait à se préparer à cette éventualité. Sa mission le conduit jusqu'à Vienne. Dans la ville, la guerre des espions fait rage. Les zones étaient perméables en Autriche. Il n'y avait pas de frontières. On peut pénétrer de la zone américaine à la zone anglaise ou à la zone française, à la zone soviétique. C'était ouvert. Enfin, on nous recommandait, surtout à Vienne, où commençait la zone soviétique, à partir du 21e arrondissement de Vienne, en disant surtout, n'allez pas vous promener là-bas. On ne sait pas si on vous reverra. Voilà. Ah oui, oui, oui. Oh, j'y suis allé quand même. Du repérage à l'action, il n'y a qu'un pas. Après 1 an de mission en Autriche, le service action lui confie la gestion d'une maison d'espions en banlieue parisienne. Ce grand hôtel particulier n'existe plus et il a disparu à Saint-Germain, dans une forêt d'immeubles. Et il y avait un parc, il y avait ce grand hôtel particulier, et on avait mis une affiche dessus, c'était centre d'instruction des réservistes volontaires parachutistes, ce qui ne voulait rien dire. Ce qui fait qu'il y avait des agrès immédiatement dans le parc derrière la grille, où on voyait des gens en train de faire des exercices de parachutistes, etc. On dirait qu'il y avait des réservistes de la guerre, et qu'il y avait un centre où ils venaient se recycler de temps en temps. Voilà. Donc on voyait très bien qu'on a une formation tout à fait militaire particulière. Et mes espions, eux, ils étaient enfermés au premier étage pendant ce temps-là, derrière des volets clos. Donc j'ai reçu, dans une grande maison de Saint-Germain, qui était une école d'espionnage, un certain nombre de Hongrois, de Tchèques, de Roumains, d'Allemands de l'Est, etc., qui étaient volontaires pour sauter derrière les rideaux de fer. J'ai bien peur d'ailleurs qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'en soient sortis, les malheureux.
Et c'est dans la grisaille de la guerre froide que Bob Maloubier va maintenant construire l'œuvre de sa vie. Comme souvent, au début de toute grande aventure, cela commence par un petit rien, une incohérence sur laquelle il met le doigt. Les services spéciaux ont notamment pour mission de préparer les opérations de débarquement, c'est-à-dire de dégager discrètement tous les obstacles ennemis. Sur ce point, les instructions sont formelles. Les opérations amphibies ne peuvent se dérouler qu'après intervention des nageurs de combat. Le seul petit problème est, en France, les nageurs de combat n'existent pas. Bob écrit donc directement au ministre de la Défense, sans trop d'espoir. Et 15 jours après, le ministre répond, mais dardard, en disant, mais nous n'avons pas de nageurs de combat. Le ministre de la Défense, il me dit, mais faites-en. Ah. Ah, en effet, Bob n'est pas nageur de combat. Qu'à cela ne tienne, fort de son passé d'officier britannique, Bob est admis à la base des nageurs de combat de Portsmouth. La formation va durer 2 ans. Quand je suis rentré, on m'a dit, bah, tu formes des nageurs de combat. On a ouvert une école de nageurs de combat, dont j'ai été le premier commandant. Après une première tentative près d'Oran en Algérie, l'école des nageurs de combat de Bob Maloubier s'installe définitivement sur la base navale de Toulon, en 1953. Au départ, on n'avait rien du tout. On n'avait pas de combinaison, rien du tout. Donc on a commencé à plonger à nu pratiquement. Puis petit à petit, le matériel est arrivé. Le matériel qu'on a choisi, il n'y en avait pas en France. Du matériel italien, du matériel anglais, etc. On a fait un amalgame. Les services secrets français ont une ambition inversement proportionnelle à leurs moyens financiers. Pour l'école des nageurs de combat, c'est l'art de la débrouille. Bob finit tout de même par obtenir un chasseur de sous-marins hors d'âge et rouillé. Le 705 leur sert de base flottante. Bob est le seul nageur de combat certifié. Il commence donc par former les premiers formateurs. Une dizaine de sous-officiers volontaires en provenance du 11e choc et des commandos marines. Au menu, été comme hiver, une nage quotidienne de 20 km à la Force des Palmes, avec une plongée au milieu. Il nous arrivait de plonger, je sais pas moi, 6 fois par jour, 3 fois, 4 fois dans la journée avec un élève, et 4 fois la nuit par-dessus le marché. C'était des journées absolument exténuantes. Exténuante et dangereuse. L'école des nageurs de combat n'a pas 1 an, quand le second maître Floch est victime d'un accident mortel au cours d'un exercice d'attaque nocturne. Il a été transporté dans ma Jeep, et j'étais là à côté, et je l'ai embarqué à l'hôpital Sainte-Anne en salle de réanimation, qui était toujours prévue, qui était toujours en alerte quand on plongeait, quand on plongeait de nuit. Voilà. Et malheureusement, il n'a pas survécu. J'ai jamais compris ce qui était arrivé, on ne sait pas. J'ai pas eu de diagnostic, une embolie foudroyante sous l'eau. Voilà, ça a été le premier. L'école de parachute disait, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est pas dans les livres. Voilà. On faisait exactement ce qui n'était pas dans les livres. La plongée sous-marine appartient à l'époque, au monde des pionniers et des inventeurs. Comme un fait exprès, Maloubier et ses compagnons ont pour voisin une antenne spéciale de la Marine nationale, le groupe d'études et de recherche sous-marine, le GERS. Fondé par Cousteau, le GERS a été créé à l'origine pour moderniser les techniques sous-marines de déminage. Le matériel est devenu français. Les palmes ont été testées et conçues par le GERS, des masques spéciaux, des ceintures à quick release pour être relâché dans l'eau. Parce que là, le danger avec un plongeur, il faut lui relâcher sa ceinture de plomb parce que sinon il coule avec. On disait, vous pouvez nous fabriquer ça par hasard? Il dit, oui, on va essayer. Alors on arrivait tous les mercredis, on avait une rencontre avec eux, on disait, bon les gars, on voudrait ci, on voudrait ça, vous voulez? Oui. Des propulseurs qui donnent aux nageurs de combat la vitesse de petits sous-marins. Des planches de navigation qui leur permettent de se mouvoir dans l'obscurité la plus totale. Des scaphandres à grande autonomie, au rejet de bulles insignifiants, quasiment indétectables aux oreilles des sonars ennemis. La première montre, totalement étanche, la 50 Fathom, que Bob fait fabriquer spécialement par l'horloger Blancpain. Les descendantes de cette montre équipent encore les nageurs de combat du monde entier. Nous allions faire des exercices, des manœuvres dans la rade de Brest contre la flotte française, contre les cuirassés français, etc. On y passait environ 1 semaine dans des conditions les plus près de la réalité. La base est prévenue et mise en alerte. Patrouille en mouvement sur les quais. Patrouille en action à la surface de l'eau.
Donc on est arrivé, moi je me souviens de passer à Brest, par exemple, à Brest par les égouts. Pour les nageurs de combat, la première règle est... il n'y a pas de règle. Filets de protection descendus autour des navires. Contre les filets, rien ne vaut la bonne vieille méthode du cambrioleur. J'ai acheté je sais pas combien de coupe-boulons, puis alors ça vous coupe des fils à peu près comme ça, et sous l'eau, cloc, cloc, cloc. Puis on remontait, on disait le gendarme est coulé, il dit non, non, on n'a vu personne, etc. Puis ils allaient voir, il y avait une bombe posée sur la quille de roulis, ils n'avaient rien vu. Les types de missions sont innombrables. Détruire un barrage dans un pays étranger. Miner un navire de trafiquant d'armes pour qu'il explose discrètement en pleine mer. Saboter tout type d'installation portuaire. À la question « Comment se rendre le plus vite possible sur une cible ?», nos pionniers inventent et testent. Les grenouilles volantes. Et ensuite, on a dit qu'il fallait qu'on soit capable d'opérer dans des rivières, faire sauter les ponts, etc. etc. Donc on montait une campagne d'une semaine ou de 2 semaines sur le Rhin. Le Rhin est une rivière qui descend très vite, de l'ordre de 10 km à l'heure, qui n'est pas très profonde, elle fait 2,50 m environ. Donc de nuit, descendre une rivière comme ça, c'est assez impressionnant, d'autant plus qu'on entend le bruit de l'eau sur les graffiers du fond, et on se demande toujours, quand on descend quand même à 10 km avec un masque dans le noir le plus absolu, on se dit si jamais il y a un connard qui a laissé une ancre devant, dressée dans le truc, et qu'on l'encadre, on est bon pour le cercueil. On a perdu des hommes. Voilà. Formation, entraînement. C'est bien beau, mais une arme de pointe ne demande qu'à être utilisée. Au milieu des années 50, la France se dégage à peine d'Indochine et commence une nouvelle guerre en Algérie. Mais sur les sujets opérationnels, Bob perd subitement la mémoire. Aucune opération n'a jamais été ordonnée. Bien entendu, si par un hasard malheureux et hautement improbable, de telles opérations s'étaient déroulées, il n'en a pas connaissance. En 1956, Bob Maloubier rend officiellement son tablier et quitte les services secrets. Mais on n'a-t-on jamais fini avec tout ça? L'initié ne redevient jamais profane. On ne quitte jamais complètement le monde du secret. Et là, tu vois, en bas, là, ces bidules, là, c'est des mines. Ça, c'est des petites mines avec des antennes. Bob Maloubier prend alors l'habitude de filmer sa vie. Des kilomètres de pellicule nous apprennent une chose. Bob ne tient pas en place. Afrique, Iran, Moyen-Orient. Toujours en voyage, toujours en mouvement. Il a d'ailleurs une manie. Il filme sur des bobines entières les routes qu'il emprunte vers les destinations les plus improbables. Bob Maloubier devient forestier au Gabon. Il coupe du bois. Il se perd volontairement au fin fond de l'immense forêt primaire, comme pour se ressourcer. Et
manque, mais c'est une telle habitude chez lui, d'y laisser sa peau. Robert Maloubier est indestructible, l'homme qui n'aura jamais passé son bac et qui ne sait rien faire d'autre que la guerre depuis l'âge de 17 ans, finit par se trouver une situation dans l'industrie pétrolière. On le retrouve d'abord dans la société anglo-saxonne Shell, puis dans le nouveau fleuron de l'industrie pétrolière française, Elf. Le pétrole, industrie stratégique, dont les services secrets ne sont jamais éloignés. Quant au rôle de Bob, allez savoir. Le croyez-vous? C'est un homme de 50 ans qui joue au tennis. Bob Maloubier ne s'est pas enrichi. Toute sa vie, seule l'action et l'adrénaline semblent avoir guidé ses pas. Nous savons qu'il a survécu, par chance, et instinct de survie hors du commun. Et puis certainement, parce qu'il a su éviter le pire ennemi de tout agent secret. Soi-même. Ses fautes. Ses erreurs. C'est ça le pire ennemi de l'agent secret.